à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, message de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin au pape François, message remis au souverain pontife au Vatican par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les journées portes ouvertes de la DGSN se poursuivent à Tanger. Grands et petits ont ainsi l'occasion d'avoir une idée sur les différentes unités de la police nationale. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la police technique et scientifique, une entité d'une importance capitale. Et puis nous irons à Dakhla où se poursuit la grand-messe du kitesurf. Il s'agit du Prince Moulay Hassan Kite World Tour de Dakhla 2019. Une belle fête sportive entre mer et désert. Deux spots sont retenus cette année. Il s'agit de Dakhla Altitude et de la plage de Foum Labouir. Et en fin de journal, nous vous raconterons la success story de celle qui confectionne avec des fils des œuvres tour à tour touchantes et mystérieuses. Elle s'appelle Houyam Rahmani. Son univers artistique s'inspire d'une incurable nostalgie des réalisations de sa grand-mère couturière traditionnelle, mais également de ses rêves et ses propres réflexions. Bonsoir. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, une délégation marocaine de haut niveau a pris part aujourd'hui au Vatican au consistoire tenu pour marquer l'élévation par le pape François de 13 nouveaux cardinaux, dont Monsieur Cristobal López Romero, qui officiait jusque-là comme archevêque de Rabat. La délégation marocaine était composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita, du ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Sofer et de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Vatican, Madame Raja Naji. Au cours d'une audience accordée à la délégation marocaine, à cette occasion, un message écrit adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a été remis au pape François. Dans une déclaration à l'issue de cette audience, M. Bourita a précisé que le message royal a réitéré la satisfaction de Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin, que Dieu l'assiste, de la visite du pape François au Maroc les 30 et 31 mars dernier. Une visite historique par sa symbolique, son déroulé et ses résultats. Il a affirmé que la décision du pape François d'élever l'archevêque de Rabat à la haute dignité de cardinal intervient dans la suite de la visite historique du souverain pontife dans le royaume et inscrit dans la durée la convergence des deux souverains sur les idéaux de la foi agissante, du vivre ensemble, de la compassion et de la connaissance et du service des plus démunis. Le Maroc, a souligné M. Bourita, est ainsi mis à l'honneur dans ces cérémonies à travers l'élévation de l'archevêque de Rabat, Cristobal López Romero, qui pendant plus de 10 ans passé au Maroc s'est imprégné d'une connaissance intime de notre pays et de sa culture ouverte et humaniste, et qui a été témoin de son islam modéré et tolérant. وثيقة الأخوة الإنسانية والوثيقة الخاصة بحماية بيتنا المشترك الخليقة. وهذه الميدالية. L'archevêque de Rabat, l'Espagnol Cristobal López Romero, a été donc officiellement nommé cardinal par le pape François. Il fait désormais partie des 13 nouveaux cardinaux nommés par le souverain pontife. Pour rappel, les 30 et 31 mars dernier, il avait reçu le pape François lors de sa visite au Maroc, une visite qui a renforcé les valeurs du dialogue et du vivre ensemble prônées par le royaume sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin. Focus à présent sur la toute première édition des Assises des industries culturelles et créatives. Elles se poursuivent à Rabat pour le deuxième jour consécutif avec la participation d'une centaine d'intervenants d'horizons divers. Il est principalement question de débattre de la culture en tant que moyen d'enrichissement et source de modernité. C'est un reportage de Samira Asban, Abdillah Mouzahim sur un récit de Moulia Marouche. Les participants à ces premières assises ont débattu de jours durant des moyens à même de faire émerger une industrie culturelle génératrice de revenus et d'emplois dans toutes les régions. Il y a ici et là partout des événements, des festivals, des centres d'art et de culture tout à fait remarquables. La réunion d'aujourd'hui va permettre, je pense, d'apporter des solutions complémentaires pour faire que le Maroc, qui est déjà un pays d'exception sur le plan culturel, demeure plus encore un pays d'exception. Riche
richesse des identités culturelles, un capital à valoriser, et l'écosystème culturel en quête d'évolution, ou encore les opportunités de marché pour les arts et la culture au Maroc. Autant de thématiques débattues par les participants qui sont pour la plupart des acteurs culturels, mais aussi des hommes d'affaires. Comme je le disais, la culture c'est un investissement, pas une dépense, qui a des effets très positifs dans la cohésion sociale des citoyens, pour les enfants, pour les adolescents, et aussi pour le développement économique. Développement économique dans des sens, le tourisme, mais aussi l'attraction des talents, l'attraction d'entrepreneurs, d'innovateurs, de jeunes innovateurs. Du cinéma à la peinture, de la sculpture à la littérature, en passant par toutes les formes d'art. Les projets ne manquent pas et le Maroc est l'un des pays les plus créatifs d'Afrique. Ces 2 dernières années, le ministère de la Culture a alloué une aide financière de 150 millions de dirhams, finançant quelques 2000 projets dans les domaines du livre, du théâtre et des arts plastiques. Autre rencontre d'une grande importance, c'est celle tenue hier à Casablanca autour de la formation professionnelle. Il était d'abord question de présenter le contexte de la réforme et de mettre surtout la lumière sur la feuille de route tracée pour le développement de ce secteur clé et prometteur. Moustapha Ouda et Sarah Katir. La feuille de route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des cités régionales des compétences et des métiers a été au centre de cette rencontre. L'objectif est d'échanger avec le secteur privé sur les moyens de réussite du nouveau programme de développement de la formation professionnelle dans notre pays. Bien sûr, il y a de nouveaux secteurs et de nouvelles filières. En matière de secteur, il y a 3 nouveaux secteurs qui ont été identifiés, notamment le digital, l'intelligence artificielle, les métiers du paramédical et les services à la personne et à la communauté. Mais les secteurs conventionnels connaîtront également une profonde diversification avec la création de plus de 90 nouvelles filières. Tout le monde est capable, s'il est motivé, d'acquérir les compétences. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce secteur, les opportunités au Maroc sont très nombreuses, mais aussi à l'international. La nouvelle feuille de route prévoit également la mise à niveau de l'offre actuelle de formation à travers la restructuration et la diversification du portefeuille des filières, la modernisation des méthodes et des outils pédagogiques et la mise à niveau des infrastructures et des équipements dédiés à la formation sont aussi au programme de la formation professionnelle. Les journées portes ouvertes de la DGSN se poursuivent à Tanger, l'occasion de permettre au grand public d'avoir une idée plus ample sur les missions exercées par les différentes unités de la DGSN et sur le rôle préventif de la police nationale, une police au diapason avec les attentes des citoyens et à l'écoute de leurs besoins et qui comprend dans ses rangs les experts hautement qualifiés au service de la police technique et scientifique. Ahmed Alaoui et Mohamed Elchkar. L'un des stands les plus visités, celui dédié à la gestion de la scène de crime. Le visiteur est très curieux d'apprendre comment se déroule par exemple le relevé des empreintes ou encore des traces et autres indices. L'occasion aussi pour la DGSN de faire passer des messages à l'intention du citoyen. Une occasion pour sensibiliser les citoyens de la conduite à tenir s'ils sont victimes d'un crime ou d'un délit. L'objectif, c'est la préservation de la scène de crime. C'est-à-dire qu'il ne faut rien changer, il ne faut rien modifier sur la scène de crime afin d'aboutir l'enquête judiciaire et l'enquête technique de la police technique et scientifique. Divers stands représentent diverses autres activités des laboratoires de la police scientifique et de la police technique, notamment la biologie forensique, la chimie forensique, la toxicologie stupéfiant, les traces numériques, la balistique, les faux documents, la reconnaissance faciale et le portrait haut, bien sûr. Ces multiples laboratoires relèvent de la direction de la police judiciaire, dont un service forensique et imagerie chargé de confirmer ou d'infirmer l'implication ou non de tout matériel numérique perquisitionné dans une affaire déterminée. Ce service intervient pour repérer et identifier tout recours aux dispositifs numériques, les téléphones portables et les smartphones dans les crimes organisés. Alors l'expertise pratiquée par ce service permet de confirmer ou d'infirmer l'implication du détenteur de ce matériel perquisitionné dans une affaire bien déterminée. Capable de percevoir tous les indices nécessaires à la résolution d'une enquête, même ceux qui paraissent invisibles. Les équipes de la police technique et scientifique se veulent un support incontournable du procès pénal.
pour faire apparaître la vérité. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord la Tunisie voisine. Le marathon électoral qui s'est poursuivi depuis plus d'un mois culminera demain par l'étape des législatives avant celle de la présidentielle. Un scrutin législatif très décisif pour le processus de transition démocratique et pour la stabilité du pays, intervenant entre les deux tours de la présidentielle dont les résultats du premier ont provoqué un véritable séisme politique. Les législatives s'annoncent indécises, porteuses de surprises et de défis selon les observateurs. La capitale irakienne s'est réveillée aujourd'hui sans couvre-feu, mais toujours sous forte tension. Des tensions qui persistent après 4 jours de manifestations marquées par des violences qui ont fait près de 100 morts. Les manifestants appellent à la démission du gouvernement. Selon la presse locale, ce mouvement de protestation pourrait engager dans les jours qui viennent les débats au Parlement sur une éventuelle chute du gouvernement. Après plusieurs mois d'impasse, les représentants de la Corée du Nord et des États-Unis ont engagé aujourd'hui de nouvelles consultations sur le nucléaire nord-coréen. Cela se passe dans la capitale suédoise Stockholm. Les débats portent particulièrement sur la nouvelle escalade de Pyongyang dans ses essais de missiles. Les points de vue semblent pour l'instant convergents. Les deux délégations sont unanimes et estiment que le dialogue est nécessaire pour parvenir, je cite, à la dénucléarisation de la péninsule et à la paix mondiale. À présent, nous vous invitons à bien tendre l'oreille pour entendre ces bruits enregistrés depuis la planète Mars. Il s'agit du bruit de 2 tremblements survenus sur cette planète en mai et en juillet dernier. Les bruits ont été enregistrés sur place par la sonde InSight équipée d'un sismomètre. L'extrait sonore que nous vous proposons vient d'être publié par la NASA. Écoutez. Et retour sur Terre, retour chez nous. Depuis hier, les yeux des amoureux des sports nautiques sont braqués sur Dakhla pendant les 2 premières semaines de ce mois d'octobre. La Perle du Sud est effectivement en fête entre mer et désert pour une commémoration exceptionnelle, festive et inédite d'un bel événement. Il s'agit du prix Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan Kite World Tour Dakhla 2019. La manifestation se déroule sur le spot de Dakhla Attitude et à la plage de Foumlabouir. Tous les deux sont d'ailleurs parmi les meilleurs spots pour la pratique de cette discipline. Sur la baie que domine la péninsule, la température de l'eau est plutôt bonne, aux alentours de 20 degrés Celsius. Le vent est constant et les vagues sont idéales. Bienvenue dans l'un des meilleurs spots pour sport de glisse au plan mondial. J'aime être en compétition ici, au Maroc, dans mon 2e pays. C'est donc avec beaucoup de joie que je me lance à l'assaut des vagues pour ce Kite World Cup 2019. La 10e édition du championnat mondial de kitesurf, Prince Moulay El Hassan, représente mondialement un événement sportif inédit. Une aventure exceptionnelle de kitesurf qui a drainé cette année encore une centaine des meilleurs compétiteurs internationaux dans les disciplines freestyle et surplus. Nous sommes ici à Dakhla, dans le désert, une oase pour kite. C'est très chouette, on a du soleil, on a beaucoup de vent et on va commencer à la compétition championnat du monde, tour de freestyle. On a des riders de chaque nationalité, de tout le monde et ouais, c'est très chouette, on va commencer bientôt donc j'ai bien envie de rider. Parmi les riders internationaux présents à cette manifestation figurent les 3 premiers du classement du GK World Tour pour la discipline du freestyle.
C'est formidable. J'avais déjà participé à cette compétition mondiale l'année dernière. Je m'étais classé 2e. Je retourne ici cette année pour faire mieux encore. Je suis très content d'être ici. 5 riders marocains prennent part à cette compétition. Pour le premier jour de l'étape du GKA à Darla. Et super ambiance, super organisation, donc on est vraiment content. Et pourquoi pas essayer un top 10 sur cet événement. Ça va être dur? Bah ouais, faut s'accrocher parce que le niveau monte beaucoup. Et on est quand même avec tous les meilleurs riders mondiaux, donc c'est super cool et on va essayer de donner le meilleur de soi-même. Ce championnat mondial est réservé cette année dans sa première étape à la discipline freestyle au niveau du point kilométrique 25 à la lagune de Dakhla. Avant de céder la place aux épreuves de Strepes qui auront lieu à la plage de Fomourbir à partir de mercredi prochain. Page culture à présent avec le festival du court-métrage méditerranéen de Tanger. 46 films représentant une vingtaine de pays du pourtour méditerranéen sont en lice pour le Grand Prix. Anissa Boumedi et Zakaria Mokinbillah. Tanger déroule le tapis rouge aux cinéastes d'ici et d'ailleurs. Une semaine durant, le public a rendez-vous avec des courts-métrages de tout le pourtour méditerranéen. Pour cette 17e édition, 5 films marocains sont en lice pour la compétition officielle. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un hommage rendu au réalisateur marocain Fawzi Ben Saïdi à travers la projection de 3 de ses films courts-métrages, La Falaise, Trajet et Le Mur. 46 films prennent part à la compétition officielle. 17 pays sont représentés. L'Espagne est l'invité d'honneur avec 11 films. Des étudiants marocains au cinéma vont aussi présenter leurs productions. Tout au long du festival, de nombreuses activités sont au programme. Ce festival est l'un des rendez-vous cinématographiques les plus importants du pourtour méditerranéen, un cadre de rencontres, de dialogues et d'échanges cinématographiques. Il favorise la connaissance et la diffusion de nouveaux courts-métrages. C'est un événement cinématographique et culturel très attendu par le public tangérois. Le ministère de la Culture et de la Communication se tient ce genre de manifestation dans le but de dynamiser les activités culturelles de la ville du Détroit et dans l'ensemble du royaume. Le jury aura pour mission de départager les différents films en lice pour le Grand Prix du festival, le prix de la réalisation, le prix du scénario, le prix du public et le prix de la meilleure interprétation féminine et masculine. En marge du festival, des rencontres sont organisées sur l'écriture du court-métrage et la promotion de ce genre cinématographique. Le génie, c'est l'enfance retrouvée, une citation baudelairienne qui trouve tout son sens dans le monde de celle dont nous allons tout de suite vous raconter l'histoire. Elle, c'est Houyam Rahmani, une jeune artiste qui a fait du fil un outil d'expression en s'inspirant des souvenirs de sa grand-mère qui était couturière traditionnelle. Avec élégance et une grande sensibilité, Houyam Rahmani confectionne du main de fée des œuvres très originales. Son goût raffiné a complètement séduit le jury du prix international de la créativité des jeunes Nassar Ben Hamed, une consécration à l'image de son talent. Nous l'avons rencontré dans son monde où le rêve n'a pas de limite. Soukaina Idrissi, Khadija Rafiqi et Mariam El-Messi pour le commentaire. Elle a fait de la nature une inépuisable source d'inspiration et de la ficelle une philosophie. Houyam Rahmani nous offre une immersion dans son monde, un monde coloré mais mystérieux où le temps s'arrête pour se mesurer à chaque courbe de fil. Bien plus qu'un simple loisir, l'art de chaîne s'avère être presque une destinée pour cette jeune issue de famille d'artisans. Mon histoire avec la ficelle date de très loin. Ma grand-mère était couturière. J'ai toujours été fascinée par sa manière d'agencer les couleurs, les formes et les matières. Mais ce qui m'accrochait le plus, c'est la fluidité du fil et sa prédisposition à suivre le mouvement de l'aiguille. Très à l'aise avec les points de courbe, l'artiste agence d'un point à l'autre les morceaux de fil. Des œuvres d'art à mi-chemin entre minimalisme et sophistication qu'elle confectionne de toutes pièces
Rien n'est laissé au hasard. Chaque motif est travaillé jusqu'à la perfection, un souci du détail que nourrissent ses propres états d'âme. Je puise mon inspiration de mon vécu personnel, de ce que j'éprouve comme sensation. Confiance, doute, conviction, peur, des mélanges d'émotions qu'on retrouve dans mes travaux. Son empreinte audacieuse a conquis le jury du prix international Nasser Ben Hamad de la créativité des jeunes. Heureuse lauréate de cette distinction, Rouyam Rahmani est fière de sa consécration, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle porte à cœur l'essor de cet art au niveau national. Je souhaite voir l'art textile prendre la place qu'il vaut au sein du paysage culturel marocain. C'est un art étroitement lié à notre artisanat, fait de formes géométriques et de couleurs. Son histoire avec le fil est là empruntée d'une légende de la mythologie grecque, celle d'Ariane qui aide à sortir un jeune du labyrinthe à l'aide d'un fil. Le fil de Rouyam, elle s'en sert plutôt pour se guider et donner un sens plus profond à son existence. S'inspirer des Grecs pour se faire un nom et briller dans un monde contemporain. Quelle merveilleuse idée. Bravo à la jeune artiste. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir.